Bonjour, alors, je me présente, Béchara Elal, directeur de l'école d'architecture. Je voudrais vous parler aujourd'hui des programmes de l'école d'architecture et vous faire une petite visite virtuelle de notre établissement. Alors pour commencer, peut-être le parcours pour devenir architecte. Le parcours est structuré par l'Ordre des architectes. Pour devenir architecte, il faut donc être membre de l'Ordre. Et pour devenir membre de l'Ordre, il faut faire une formation universitaire, suivre ensuite, effectuer un stage professionnel d'une durée de 2 ans à peu près, puis ensuite passer les examens de l'ordre pour être ensuite inscrit au tableau de l'ordre des architectes. La formation universitaire, c'est une formation en 2 étapes, donc un bac en architecture et une maîtrise en architecture, qui sont les 2 programmes qui sont offerts par notre école. Donc, ce sont des programmes qui sont contingentés. Comme vous pouvez le voir, en automne 2020, nous avons reçu 768 demandes au bac, 112 étudiants ont été admis, et 172 demandes à la maîtrise, dont 66 qui ont été acceptées au programme. Donc en tout, c'est quand même 295 étudiants au premier cycle et 130 étudiants au second cycle. Nous avons aussi un programme de doctorat individualisé en architecture, dans lequel nous avons actuellement 4 étudiants. Ce programme de bac et de maîtrise est un programme qui est sous agrément, qui a été validé par le Conseil canadien de certification en architecture, qui est un organisme qui visite régulièrement les écoles d'architecture au Canada, chaque 6 ans, et qui évalue en fait la qualité de la formation pour assurer que la formation en architecture est adéquate. L'école d'architecture est une des 11 écoles du Canada dont la formation est agréée par cet organisme. Et de plus, nous sommes le seul établissement à Montréal à offrir une formation professionnelle en français. Donc le programme est divisé en 2. Il y a un programme de premier cycle, un baccalauréat en sciences en architecture de 95 crédits qui s'étale sur 3 ans. Vous avez ici B1, B2, B3 étant chacune une année, donc des sessions d'automne et d'hiver à temps plein. Donc 17 crédits à 15 crédits dépendamment des sessions, qui vont toucher à différents domaines, donc histoire et théorie, construction, génie et système, formation en design, qui sont les ateliers, etc. Le programme de maîtrise va suivre ensuite ce programme de baccalauréat en intégrant un projet, une facette plus axée sur la recherche, une intégration à la recherche par le biais du projet de thèse. Et donc cette maîtrise-là de 45 crédits qui va se faire sur 1 an et demi, 3 sessions, commence en automne, hiver et puis finit à l'automne de l'année d'après. Et il y a un tronc commun, donc le M1, qui va ensuite finir avec le projet de thèse en M2. Donc, ce sont des études qui sont relativement intensives. On parle, un crédit vaut à peu près 3 heures par semaine. Donc, quand on compte des sessions de 17 crédits, c'est-à-dire 51 heures par semaine à consacrer aux études, que ce soit en présence à l'école ou en virtuel ces jours-ci avec la Covid, ainsi que la préparation et le travail qui se fait en dehors des heures de cours en tant que tel. C'est un horaire vraiment à temps plein, comme vous voyez, donc un horaire qui est assez chargé. Le calendrier, l'horaire des cours est disponible sur le site de l'école d'architecture. Et vous constaterez ici une chose qui est très importante, c'est cette formation particulière qui est centrée sur la notion d'atelier. Donc l'atelier qui a lieu tous les après-midi, c'est les éléments qui sont là. Ce sont donc un espace de travail par le projet où les étudiants vont apprendre en faisant des projets, en étant accompagnés par des tuteurs. Donc toute la formation en architecture, que ce soit au bac ou à la maîtrise, est organisée autour de ces grands ateliers-là qui ont lieu tous les après-midi, comme vous voyez, de 13h à 18h, et autour desquels viennent se greffer des cours soit le matin et parfois le soir. Donc dans ces ateliers-là, les tuteurs, vous voyez ici le tuteur qui s'assied à côté des étudiants, qui vont avoir une discussion finalement dans les après-midi autour d'un projet particulier que les étudiants sont en train de développer. Je peux vous montrer, donc la petite visite virtuelle vous permet de jeter un coup d'œil finalement à notre bâtiment. Vous voyez ici l'entrée par le hall et au deuxième étage de ce nouveau pavillon-là. Cet agrandissement, vous avez une vue des ateliers qui sont sur cette vidéo-là relativement vides, mais qui sont en général grouillants d'activités, où les étudiants vont en fait se retrouver, travailler autour de leur table à dessin. Chaque étudiant a son propre espace de travail et ça devient en fait un lieu de socialisation et puis de travail en collaboration avec d'autres étudiants qui suivent le même programme, ainsi que bien sûr les tuteurs qui vont accompagner les étudiants tout au long de leur parcours. Les projets qui sont développés là-dedans vont avoir plusieurs échelles. Il y aura des échelles qui vont être beaucoup plus grandes. Vous avez ici des prototypes qui sont construits à l'échelle 1.1, qui sont faits en deuxième année. On reviendra dessus un petit peu plus tard.
Mais donc tout un travail en maquette, en dessin, que ce soit en analogique ou en virtuel, donc plusieurs médiums qui permettent de développer des projets de façon très matérielle et constructive. Vous avez ici aussi donc, une mise au propre, un affichage d'un projet dans le cadre de ces ateliers. Et ces affichages-là permettent ensuite aux professeurs de venir avec des invités faire des critiques. La critique est un endroit principal de l'atelier d'architecture. C'est le moment où, au moins 2 fois par session, à la mi-session et à la fin de la session, les étudiants vont présenter l'avancement de leur projet et les invités, vous voyez ici, qui peuvent venir d'assez loin. On a des invités qui sont des fois qui viennent de l'international, ça arrive, qui vont faire des critiques. Donc, ce ne sont pas nécessairement des critiques négatives, ce sont souvent des critiques constructives. L'idée, c'est que les projets sont soumis à un questionnement et à une réflexion qui, en fait, souvent ouvre des débats et permet aux étudiants de construire sur les commentaires qui leur sont faits. Donc une vie sociale quand même assez riche, l'école d'architecture, parce que ça permet, ces moments de critique deviennent des moments où les étudiants peuvent voir ce que les autres font et permettent de créer des débats à l'intérieur de l'école. Pour faire ces maquettes, les maquettes que vous avez vues dans les présentations, il y a bien sûr des ateliers de fabrication qui existent à l'école. On a plusieurs types d'ateliers. Je peux vous montrer dans cette petite visite virtuelle, encore une fois, les différents ateliers qu'on a. Donc, l'atelier de bois, qui va se concentrer vraiment sur la matière du bois, donc plusieurs outils qui sont disponibles pour pouvoir travailler le bois à grande échelle. Dans l'ensemble des ateliers, chaque atelier est organisé et géré par un technicien spécialisé qui peut aider les étudiants à produire leurs maquettes et les objets qu'ils vont faire. Ici, vous voyez l'atelier de maquette qui est un petit peu plus petit, qui sert à faire des objets qui sont de plus petite échelle, mais qui touchent un petit peu à tous les matériaux. Un autre atelier, l'atelier numérique, lui, qui va intégrer des machines de découpe, des machines de découpe laser, des machines de CNC, toujours un technicien qui est là dans le petit bureau à gauche pour aider les étudiants à les encadrer, puis s'assurer que tout se fait en sécurité. Et pour finir, enfin, pas pour finir, il y en a encore deux, l'atelier de métal qui, lui, va toucher plutôt à des questions de métal, d'autres outils, des outils similaires mais légèrement différents, et puis l'atelier de plastique qui va permettre de thermoformer certains éléments, de chauffer des plastiques et de les transformer finalement. Donc, vous voyez plusieurs ateliers, plusieurs matériaux, plusieurs façons d'aborder l'architecture. Qui dit études universitaires dit aussi connaissances. Ce ne sont pas simplement des maquettes physiques qui se font, il y a aussi des transferts de connaissances qui se font. La bibliothèque d'aménagement est un endroit central de l'école. Elle se retrouve autour d'une des cours principales de l'école. Donc, quand on rentre dans le hall, vous avez un petit corridor qui vous permet d'arriver à la bibliothèque, vous voyez, qui est très éclairé. Des espaces de lecture et de travail sur place dans un silence le plus respectueux possible, bien sûr. Donc, cette bibliothèque qui va contenir plusieurs références importantes, des livres de référence, mais aussi des ouvrages qui peuvent être empruntés, et des salles de travail qui se retrouvent à l'arrière, où les étudiants peuvent se retrouver ensemble et collaborer dans un environnement relativement calme et agréable. Donc, ce sont souvent des endroits où les étudiants peuvent s'aménager une petite place temporairement pour pouvoir travailler sur leur remise de session. Pas les maquettes, mais les écrits. Voilà. Un autre service qui est disponible à l'école, c'est la coop étudiante, la coop qui va permettre aux étudiants d'avoir accès à plusieurs matériaux, plusieurs ouvrages, plusieurs outils qui peuvent leur servir, incluant aussi un centre d'impression. Et donc, vous avez ici une sélection de projets pour vous montrer le genre de projets qui peuvent être développés à l'école. Donc ici, un projet de première année qui a été récompensé par une bourse en développement durable. Donc on a ici tout un programme de prix et bourses grâce à nos donateurs qui permet finalement de financer en partie les études de nos étudiants. Donc des projets qui sont reconnus pour leur qualité peuvent être présentés et gagner des prix et donc du financement. Donc des projets qui sont bien sûr en première année d'un certain niveau, et plus on avance, plus ça devient intéressant. Et là, vous avez ces prototypes à l'échelle 1 dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont aussi fait
l'objet d'un mini-concours Cérésie solaire développé en deuxième année, dans l'atelier de deuxième année, et grâce à la Fondation Epsilon, qui ont été financés dans leur fabrication et dont certaines équipes ont été récompensées par des prix en argent. Donc, dans ce même atelier-là, vous pouvez voir aussi le travail qui se fait au niveau et des rendus et du travail technique, jusqu'à quel point les projets peuvent être poussés. Et tout ça se fait bien sûr sous l'encadrement de nos professeurs réguliers. Donc la liste est ici, nos professeurs associés qui sont des professeurs qui ont travaillé ou qui sont à la retraite, etc. à l'école. Et puis les chargés de cours et de chargés de formation pratique qui sont ici sous-identifiés parce qu'en fait il y en a beaucoup plus que cette courte liste pourrait laisser penser. Donc des chargés de formation pratique et chargés de cours qui sont très présents à l'école et qui ont à cœur finalement la formation et le succès des étudiants. La liste complète est disponible sur le site de l'école si vous voulez aller jeter un coup d'œil pour voir qui participe à l'enseignement de nos écoles. En 2020, nous avons accueilli 2 nouveaux professeurs. André Nejour, qui se spécialise sur les questions de matérialité et technologie de fabrication et qui fait donc de la recherche sur ces questions-là. Et puis Alice Kovata, qui elle se concentre plutôt sur les questions de mondialisation, d'architecture, de ville, de territoire. Donc 2 nouveaux professeurs qui viennent d'intégrer l'école et qui vont développer des spécialisations qui étaient déjà là, mais qui avaient besoin d'un renouvellement. Donc un renouvellement des professeurs. Et ces renouvellements va se faire sentir autant en première, deuxième année, mais surtout peut-être au niveau de la troisième, ce qui est vraiment intéressant, cette troisième année du baccalauréat, qui est un petit peu particulière par rapport aux autres, c'est que alors que les 2 premières années sont relativement obligatoires, c'est-à-dire que tous les cours font partie d'un cheminement très particulier, la troisième année est l'année où les étudiants commencent à pouvoir choisir les cours qu'ils voudraient choisir. Il y a des cours à option, des ateliers optionnels. Donc, plusieurs possibilités sont offertes et à partir de la troisième année, les étudiants commencent à envisager un point de vue architectural très personnel qu'ils peuvent développer dans ces choix personnels. Dans cette troisième année, c'est aussi, donc vous voyez ici les ateliers à options qui vont toucher à différentes questions qui peuvent aller de l'architecture urbaine aux détails constructifs, à des questions de mondialisation, etc. C'est aussi cette troisième année qui est la première année où on a des activités d'internationalisation. Donc, on a des ateliers hors les murs pendant les étés. En 2019, il y avait un atelier hors les murs en Espagne, sinon c'était au Brésil, au Japon, en Venise. Donc, plusieurs ateliers qui se font en été pour permettre aux étudiants de voyager avec l'accompagnement d'un tuteur. Mais aussi, cette année-là, la troisième année, c'est l'année des échanges, où on a des arrangements avec des institutions en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud, qui permettent un échange entre nos étudiants et les étudiants de ces institutions-là, pour vous permettre de passer potentiellement une année à l'extérieur et de suivre un programme qui est différent de celui que nous suivons, mais qui est comparable. Donc, une activité d'enrichissement personnel qui peut être intéressante pour certains. Les voyages d'études font aussi partie de la formation à la maîtrise. Ils font surtout partie de ces groupes de recherche qui sont développés dès la deuxième session de la maîtrise en architecture, où plusieurs groupes de recherche vont se concentrer sur des sujets spécifiques, que ce soit les nouvelles technologies, les questions de mondialisation, les questions de résilience, etc. Donc, plusieurs façons de voir les choses. Et ces groupes de recherche incluent, à part malheureusement cette année à cause de la Covid, mais incluent habituellement des voyages à l'étranger. Donc, comme vous voyez ici, une liste qui va à des endroits très différents, que ce soit New York ou San Francisco aux États-Unis, l'Écosse en Europe, ou Paris et l'Espagne, Cuba et la Colombie en Amérique du Sud. Donc, des grands voyages qui sont organisés par les professeurs et qui sont en partie aussi financés par l'ADAI à l'interne. La maîtrise en architecture va se compléter avec le projet thèse, qui est le projet final en fait, des études en architecture, avant de commencer les stages pour devenir architecte. Donc vous avez ici quelques exemples des projets qui sont développés dans ces projets thèse. Certains ont été récompensés par des grands prix, comme celui-ci qui a gagné la médaille de l'Institut royal d'architecture du Canada. Donc des projets quand même récompensés par des prix prestigieux. Et l'exposition définissant qui va permettre finalement d'exposer tous ces projets-là pour que
tout le monde, en fait, la communauté architecturale puisse venir les visiter. Alors cette année, en 2020, Covid oblige, il n'y a pas eu d'exposition des finissants, mais le FFA a monté un site web pour pouvoir avoir une exposition virtuelle. Donc si vous allez sur le site web de l'EFFA pour la version 2020, vous avez accès à l'ensemble des projets qui ont été développés, autant en maîtrise qu'au baccalauréat. Ça vous permet d'avoir une très bonne idée de ce qui se fait dans nos écoles, en fait. L'école d'architecture, c'est une école universitaire à l'Université de Montréal, bien sûr, puis la recherche est centrale aussi ici. Donc l'école est fière d'avoir à l'intérieur de ses murs 2 chaires de recherche, la chaire de recherche du Canada en architecture, concours et médiation de l'excellence, et puis la chaire Fayolle-McGill, construction en architecture, bâtiment et durabilité, donc l'une qui se concentre sur l'excellence et les concours, l'autre plutôt sur la construction et la durabilité. Il y a aussi des groupes de recherche comme le GRIF, le Media Labo, qui va se concentrer sur les questions d'architecture urbaine et de nouvelles technologies de la communication. Et puis le laboratoire d'études de l'architecture potentielle, qui va se poser des questions sur les théories de l'architecture et les façons de le voir. Voilà. Je vous invite à faire un tour sur le site de l'école pour visiter les sites web de ces laboratoires-là et de ces groupes de recherche pour voir ce qui se fait comme travaux là-dedans, sachant aussi que la plupart de ces chaires, de ces groupes de recherche vont engager des étudiants autant au premier cycle qu'au second cycle comme auxiliaires de recherche. Donc ça permet aux étudiants d'avoir une implication très grande dans la recherche de pointe qui se fait dans la discipline de l'architecture. Pour parler de l'architecture, de l'école d'architecture, on peut parler aussi de toutes les activités qui ont lieu. La meilleure façon, c'est d'aller jeter un coup d'œil à notre page Facebook, qui est constamment mise à jour, avec toutes les activités qui prennent lieu entre nos murs. Donc, plusieurs activités, dont des conférences publiques. Les conférences, cette année, sont disponibles de façon virtuelle. Encore une fois, Covid oblige. C'est une perte de physicalité par rapport à ce qu'on faisait habituellement, mais ça ouvre aussi la porte à une communication à beaucoup plus grande échelle et la possibilité pour vous de voir ces conférences, même si vous n'êtes pas physiquement à l'école. Dans les autres activités possibles, quand on est étudiant à l'école d'architecture, il y a la participation à des charrettes interuniversitaires. Ce sont des charrettes annuelles qui sont organisées par le CCA, le Centre canadien d'architecture, auxquelles les étudiants de toutes les écoles d'architecture vont participer, donc l'école McGill, l'Université Laval, et puis nous, bien sûr. Donc cette année, en 2020, c'est l'école d'architecture, nous, qui avons le mandat d'organiser cette charrette qui aura lieu dans quelques semaines. Je parlais du CCA, je pense que c'est un des grands atouts de Montréal quand on fait des études d'architecture, le Centre canadien d'architecture qui est le plus grand centre de recherche en architecture au monde. Les grands chercheurs se déplacent ici pour avoir accès aux archives de ce centre-là. Et nous avons la chance de cohabiter avec ce centre. Et donc, c'est une grande source de connaissances et d'érudition et d'activité aussi pour nos étudiants. Si on va au-delà du CCA, il y a toutes les possibilités aussi de ce qui se passe autant à Montréal qu'au Québec. En fait, Collectif est un excellent moyen d'être mis au courant de ce qui se passe à l'intérieur du Québec sur les questions d'architecture. Un excellent site web de référence pour les activités qui peuvent intéresser tout le monde. Et tout ce que je peux dire à partir de là, c'est je vous inviter à aller faire un saut sur notre site, le site web de l'école d'architecture, pour avoir un peu plus d'informations sur nos programmes, donc que ce soit le bac, la maîtrise ou le doctorat individualisé, ou les autres programmes qui sont reliés à nous, comme la maîtrise en montage et gestion de projets d'aménagement, la maîtrise en design urbain ou la maîtrise en conservation du patrimoine bâti. Donc plusieurs programmes qui ont des spécialisations beaucoup plus claires et plus balisées en fait. Il y a aussi, pour avoir de l'information sur les admissions, d'aller jeter un coup d'œil au site admission de l'Université de Montréal qui pourrait vous aider à voir quelles sont les conditions. Ce qu'il faut savoir, en gros, pour les demandes d'admission, c'est que si vous vous inscrivez, si vous êtes inscrit ou vous êtes déjà inscrit dans une université, la date limite pour vous présenter une demande au baccalauréat, c'est le 1er février. Pareil pour les étudiants qui ont fait des études hors Québec. Pour les étudiants qui finissent leurs études collégiales au Québec, vous avez jusqu'au 1er mars pour déposer une demande d'admission, ça c'est au baccalauréat. Et pour la maîtrise, pour tous les candidats, c'est le 1er février.
Je compléterai avec un petit extrait, parce qu'on a parlé des façons de devenir architecte, on a parlé de notre école. La question, c'est peut-être pourquoi un architecte. Et là, je vous réfère peut-être à l'ordre des architectes en lisant, où on parle des services de l'architecte, ce petit extrait que je vais me permettre de lire pour finir cette présentation. Donc, ce que l'ordre des architectes explique, c'est l'architecte est un concepteur et un conseiller. Grâce à sa vision d'ensemble, il est le seul professionnel à vous offrir un accompagnement complet à chacune des étapes de votre projet de construction, d'agrandissement ou de modification d'un bâtiment. Sa formation généraliste lui permet de prendre en compte une pluralité d'aspects complexes afin de concevoir un projet sur mesure qui répond à vos besoins et respecte les limites de votre budget. De la programmation à l'occupation du bâtiment, il s'assure que tous les intervenants travaillent selon la vision que vous avez établie ensemble. Économie d'énergie, confort des occupants, optimisation de l'espace, facilité d'entretien et contribution positive à votre quartier sont autant d'avantages dont il peut vous faire bénéficier. Alors je vous dirais, si vous vous retrouvez là-dedans, peut-être que les études d'architecture sont pour vous et je vous invite à venir visiter notre kiosque virtuel et puis poser vos questions et surtout présenter une demande. On sera heureux de vous accueillir parmi nous. Merci beaucoup et bonne journée.